La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu sois prêt. Elle va te frapper sans prévenir. Elle va te mettre à l'épreuve dans les pires moments et elle ne se souciera pas si tu te sens fatigué ou perdu. Le véritable problème n'est pas le monde qui t'entoure, mais combien ton esprit peut devenir faible lorsque tu cèdes le contrôle à tout ce qui est externe. Tu veux de la force, mais tu réagis à la moindre provocation. Tu veux la paix, mais tu donnes ton calme au premier commentaire qui blesse ton ego. C'est là que la bataille est perdue, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne à lire en silence. C'est un manuel de combat pour ceux qui en ont assez d'être emportés par des émotions incontrôlées. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit en pleine guerre que le véritable ennemi n'était pas sur le champ de bataille, mais dans les pensées qui pouvaient le briser de l'intérieur. Ce qui détruit n'est pas l'insulte, la déception ou l'échec. C'est comment tu décides de l'affronter. Si tu veux vraiment être fort, tu dois accepter quelque chose d'inconfortable. Tu ne pourras pas contrôler les gens, ni le destin, ni la chance. Mais tu peux maîtriser ton caractère, et c'est ce qui te rendra indomptable. Cette vidéo ne prétend pas adoucir la réalité. Ce que tu vas entendre n'est ni confortable ni doux, parce que la force ne s'est jamais construite avec des mots doux. Ici, tu ne trouveras pas de promesses vides, ni de phrases de motivation creuse. Nous allons parler de ce que signifie durcir l'esprit, entraîner la discipline émotionnelle et faire de ton caractère ta meilleure armure. Ce sont 8 leçons pratiques pour transformer la peur, la déception et les provocations en carburant pour grandir. Soit tu te renforces, soit tu restes à la merci du chaos. C'est le point de départ pour décider qui commande dans ta vie, l'extérieur ou toi-même. 1. Renforce ton esprit, ne le cède pas au monde. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un espace public. N'importe qui entre, laisse ses déchets émotionnels et part. Ils permettent que les commentaires des autres définissent leur journée, que les mauvaises nouvelles les anéantissent, qu'un geste de dédain les blesse comme s'il s'agissait d'une lance. Ce n'est pas vivre, c'est exister comme un esclave invisible. La force intérieure commence le jour où tu décides de fermer cette porte, le jour où tu te rends compte que ton esprit n'appartient pas au bruit du monde, mais à toi. Pense à un guerrier au milieu du champ de bataille. Il ne s'arrête pas pour écouter chaque insulte ni chaque menace. S'il le faisait, il serait déjà mort. L'esprit a besoin de cette même discipline. Le renforcer ne signifie pas devenir froid ni insensible. Cela signifie que tu ne réagis plus comme un animal blessé à la moindre provocation. Cela signifie apprendre à filtrer ce qui entre, à taire le chaos avant qu'il ne s'installe et à protéger l'espace où naissent tes pensées. Le problème est que l'on nous a appris à prendre soin de notre corps, mais pas à entraîner notre esprit. Nous le nourrissons de distractions, de plaintes, de l'opinion de gens qui ne vivent même pas notre vie. Les stoïciens savaient que l'esprit était comme une ville. Si tu ne la défends pas, elle sera envahie. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, chaque fois que tu laisses quelque chose d'externe contrôler ton humeur, tu remets les clés de cette ville. Renforcer l'esprit est un acte d'agressivité intelligente. C'est dire au monde, tu ne vas pas dicter ma paix, tu ne vas pas me voler mon centre. C'est apprendre à observer l'émotion avant d'agir. Quand quelqu'un te provoque, l'impulsion est de répondre, de défendre l'ego, de contre-attaquer. C'est là que la plupart perdent, parce qu'ils confondent réaction avec pouvoir. Le vrai pouvoir est de contrôler l'impulsion, de garder son calme quand tout pousse à le perdre. Commence par quelque chose de simple mais exigeant. Chaque fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Respire et demande-toi, cela mérite-t-il mon énergie ? Ou suis-je en train de donner ma paix à ce qui ne vaut rien? La plupart des batailles que tu mènes n'existent pas en dehors de ta tête. Ce ne sont que des réactions inutiles à des choses qui ne méritent pas ta force. Cela signifie aussi apprendre à tolérer le silence intérieur. Beaucoup ont peur d'être seuls avec leurs pensées et c'est pourquoi ils cherchent constamment du bruit, musique, réseaux sociaux, conversations vides. Mais le silence est la salle de sport où tu entraînes ton esprit. Consacre au moins 10 minutes par jour à t'asseoir calmement, sans distraction. Observe les pensées comme si elles étaient des nuages qui passent, sans t'y accrocher.
Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, cet inconfort se transforme en clarté et en maîtrise. Souviens-toi de ceci, personne de fort n'est né fort. L'esprit se forge comme les muscles, avec résistance. Si tu ne l'exposes pas au froid de la critique, au poids du rejet, à l'inconfort de la discipline, il restera faible. Chaque fois que tu surmontes une mauvaise journée sans t'effondrer, chaque fois que tu choisis le calme, alors que tout autour de toi crie, ton esprit devient plus fort. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin que ton esprit soit plus fort. Et cette décision commence maintenant, en choisissant de ne pas réagir comme les autres s'y attendent, en choisissant de ne pas donner ta paix à des mains étrangères. Un esprit fort est une forteresse impénétrable. Le bruit frappe les murs, mais ne traverse jamais le cœur. 2. Fais de chaque blessure ta nouvelle force. Chaque cicatrice que tu portes, physique ou émotionnelle, est la preuve que tu as survécu à quelque chose qui a voulu te briser. Le problème est que beaucoup voient la blessure comme un rappel de faiblesse et non comme la naissance d'une nouvelle force. Ils s'accrochent à la douleur, la nourrissent de plaintes et la transforment en une chaîne qui les maintient attachés au passé. Le stoïcien pense différemment. Ce qui a essayé de me détruire sera maintenant le fer avec lequel je forgerai mon caractère. La vie n'a pas de pitié quand il s'agit de frapper. Elle te prend des personnes, des rêves, de la confiance. Et quand le coup arrive, il est plus facile de sombrer dans l'auto-apitoiement, de croire que cette blessure est un signe que tu ne pourras plus te relever de la même manière. Mais la vérité est autre. Tu n'es pas faible parce que tu as été blessé, tu l'es seulement si tu décides de rester au sol. Les cicatrices ne te rendent pas moins, elles te rappellent que tu es toujours là. Les stoïciens enseignaient que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance inutile est optionnelle. Chaque blessure est une leçon déguisée. L'abandon peut t'apprendre l'indépendance. La trahison te montre où mettre des limites. La perte te révèle combien tout est fragile et combien chaque instant est précieux. Mais ces enseignements n'apparaissent que lorsque tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Imagine un arbre battu par le vent et la tempête. Ses branches se brisent, mais ses racines s'accrochent plus profondément au sol. Ces coups le rendent de plus fort pour la saison suivante. C'est ainsi que doit être ton état d'esprit, que chaque douleur t'oblige à approfondir ta force et non à te briser de l'intérieur. Le problème est que beaucoup choisissent de rester à regarder les branches cassées et oublient qu'ils peuvent en faire pousser de nouvelles. Pour transformer la blessure en force, il faut d'abord l'affronter sans déguisement. Il ne sert à rien de l'ignorer ou de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Accepte-la, ressens-la, mais ne reste pas là. Ensuite, fais le travail que beaucoup évitent. Demande-toi quelle partie de toi a besoin de changer pour que ce coup ne te renverse plus. Peut-être as-tu besoin de plus de discipline. Peut-être apprendre à poser des limites. Peut-être lâcher des attentes irréalistes. Quoi que la blessure t'enseigne, transforme-le en un nouveau muscle émotionnel. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer est d'écrire ce qui a fait mal et à côté noter ce que tu as appris de chaque situation. Non pas pour revivre la douleur, mais pour voir clairement la carte de ta croissance. Il est également utile de changer la question que tu te poses dans les moments difficiles. Au lieu de dire « cela m'a détruit », dis « cela m'a entraîné ». Le langage façonne la perception et la perception façonne ta force. L'agressivité de la vie ne peut être évitée, mais on peut décider quoi faire avec les dommages subis. Chaque blessure que tu réussis à transformer en sagesse devient une pièce de ton armure intérieure. Il arrive un moment où les blessures cessent de te faire peur, parce que tu sais que tu en sortiras avec plus de tempérament qu'avant. Rappelle-toi, la douleur est inévitable, mais souffrir pour toujours est un choix. Si tu laisses chaque coup te rendre plus dur, plus sage et plus serein, viendra le jour où les tempêtes qui te renversaient auparavant ne parviendront qu'à peine à bouger tes racines. C'est là la véritable force, non pas l'absence de blessures, mais le pouvoir de les transformer en ta plus grande force. 3. Plie sans te briser. Un arbre qui résiste au vent sans céder finit par se briser. En revanche, celui qui se penche suffisamment survit à la tempête. La force intérieure n'est pas d'être rigide,
c'est d'apprendre à te plier lorsque la vie exige de la flexibilité. Beaucoup de personnes confondent la force avec la dureté. Elles pensent qu'elles ne doivent jamais céder, que montrer de la flexibilité est un signe de faiblesse. Mais la réalité est autre. Ce qui est fragile se brise, ce qui est fort s'adapte sans perdre son essence. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur la plupart de ce qui nous arrive, mais bien sur la façon dont nous répondons. Être rigide face à l'inévitable ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu t'accroches à ce que les choses soient exactement comme tu le souhaites, tu deviens prisonnier de tes attentes. Et quand la réalité ne coopère pas, tu te brises. La véritable force consiste à rester ferme dans ton essence tout en ajustant ton chemin aux circonstances. Regarde les rivières. Elles contournent les montagnes, entourent les pierres, se dévient quand c'est nécessaire, mais ne perdent jamais leur destination finale, la mer. C'est l'attitude de celui qui est flexible. Il cède face aux obstacles temporaires sans perdre la direction. Celui qui s'obstine à lutter contre tout finit épuisé et amer. Se plier sans se briser signifie accepter que la douleur, les changements et les échecs font partie de la vie, mais tu ne les laisses pas te définir. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le contrôle, mais cela ne signifie pas que tu vas abandonner. C'est apprendre à dire « cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais je continue ». Ce type de flexibilité ne diminue pas ton caractère, il le rend plus fort parce qu'il t'apprend à survivre sans ressentiment. La plupart souffrent plus de la résistance mentale que du problème lui-même. Ils luttent contre l'inévitable, une perte, une fin, un changement imprévu. Au lieu de s'adapter, ils s'accrochent au passé et se brisent sous le poids de leur propre obstination. Un stoïcien observe la situation avec froideur et se demande « qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Ce qui ne dépend pas de toi, tu le lâches. Ce qui dépend de toi, tu le confrontes. Pour pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne, commence par accepter que la frustration n'est pas ton ennemi. Chaque fois que quelque chose te dévie de ton plan, fais l'exercice de t'arrêter et de te demander « est-ce que je lutte contre la réalité ou est-ce que je m'adapte à elle ?» Cette simple question révèle combien d'énergie tu dépenses dans ce que tu ne peux pas contrôler. Une autre étape importante est d'entraîner l'esprit à voir les changements comme des ajustements et non comme des défaites. Par exemple, si tu perds une opportunité de travail, au lieu de te lamenter sur ce qui n'a pas été, pense à comment réorienter ton effort vers quelque chose de nouveau. Être flexible n'est pas se résigner. C'est utiliser l'énergie de la chute pour te propulser dans une autre direction. Se plier sans se briser implique aussi de savoir quand se taire et quand agir. Tout ne mérite pas ta réaction immédiate. Toute bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, la plus grande force réside non pas dans le fait de résister au coup de front, mais de bouger avec lui jusqu'à trouver le moment et le lieu approprié pour répondre. Souviens-toi, l'eau ne se brise pas et pourtant, elle est capable d'éroder la roche avec le temps. C'est cette mentalité qui te rendra invincible, doux en apparence, mais impossible à détruire. La vie ne cessera pas de te pousser. Ce que tu peux choisir, c'est si tu te brises comme le verre, ou si tu te penches comme le bambou et te relèves. C'est là que réside la véritable force, ne pas permettre que les tempêtes définissent ta fin. 4. Transforme la provocation en discipline. La plupart des gens tombent dans le même piège. Ils réagissent comme si chaque provocation était un appel à se battre. Il suffit d'un regard de mépris, d'un commentaire blessant ou d'une injustice pour qu'ils perdent le contrôle et agissent impulsivement. C'est le terrain où l'ego règne et la sérénité meurt. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre cette étincelle de provocation et de l'utiliser comme carburant pour votre discipline, pas pour votre colère. Les stoïciens comprenaient que les insultes, les critiques et les attaques des autres sont des épreuves, pas des ordres. Chaque provocation est une opportunité pour vous connaître, pour voir jusqu'où vous contrôlez vos impulsions. Il ne s'agit pas de supporter des humiliations, mais de ne pas donner votre paix aux gestes des autres. La provocation n'a de pouvoir que si vous lui donnez la permission de vous perturber. Imaginez un boxeur professionnel sur le ring. Il sait que son adversaire va essayer de l'irriter, de le faire perdre sa concentration pour qu'il commette des erreurs.
S'il tombe dans le piège, il cesse de penser clairement et devient une cible facile. La provocation fonctionne de la même manière dans la vie. Si vous laissez la colère prendre le dessus, vous perdez la stratégie. La discipline, en revanche, vous permet de contrôler vos mouvements. La provocation peut venir de l'extérieur, mais la réaction naît toujours de l'intérieur. Le problème n'est pas l'insulte, c'est la réponse automatique que vous donnez. S'entraîner à la discipline émotionnelle signifie ne pas agir à l'instant du coup, mais apprendre à freiner l'impulsion. C'est dans cette pause brève, entre ce qui se passe et ce que vous faites, que réside votre liberté et votre force. Une pratique stoïcienne pour cela est d'imaginer que chaque provocation est un examen silencieux. Quelqu'un vous critique sans raison. Allez-vous vous défendre comme si votre honneur dépendait de ses paroles, ou allez-vous rester calme parce que vous savez qui vous êtes? Quelqu'un essaie de vous provoquer avec un geste moqueur. Allez-vous tomber dans son jeu ou allez-vous montrer qu'il n'a pas de pouvoir sur vous? Chaque fois que vous parvenez à réprimer l'impulsion, vous renforcez le muscle de la discipline. Une autre façon de transformer la provocation en discipline est d'utiliser cette énergie pour grandir plutôt que pour détruire. Si quelqu'un vous sous-estime, ne perdez pas de temps à discuter, prouvez-le par des actions. Si quelqu'un vous provoque avec des mots, utilisez ce feu intérieur pour travailler avec plus de concentration et prouvez-vous à vous-même que vous n'avez pas besoin de vengeance. La vraie vengeance est le progrès silencieux. Ne confondez pas la discipline avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester silencieux face à l'injustice, mais de choisir le moment et la manière de répondre. La discipline est stratégique. Elle sait quand agir et quand ignorer. Réagir sans contrôle, c'est donner au provocateur exactement ce qu'il veut, votre énergie, votre calme, votre temps. Commencez à le voir ainsi. Chaque provocation à laquelle vous faites face sans perdre votre contenance est une victoire silencieuse. C'est comme soulever un poids de plus dans la salle de sport de l'esprit. Au début, cela coûtera, car l'ego voudra se défendre, mais à chaque fois que vous vous retenez, vous devenez plus fort et moins vulnérable au chaos externe. Rappelez-vous, le véritable ennemi n'est pas celui qui vous provoque, mais la partie de vous qui ne sait pas encore rester ferme. La provocation ne fait que révéler votre niveau d'autocontrôle. Lorsque vous parvenez à la transformer en discipline, vous cessez d'être une marionnette des autres et vous devenez le maître de votre réponse. C'est là la véritable autorité. Non pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui conserve son calme même au milieu de la tempête. 5. Marche à travers la peur. La peur est le gardien invisible qui se dresse devant chaque porte importante de ta vie. Elle n'apparaît pas pour t'arrêter par cruauté, mais pour te demander si tu mérites vraiment de passer de l'autre côté. Cependant, la plupart des gens interprètent par ce gardien comme un signe pour reculer. Et c'est là qu'ils perdent des opportunités, des relations et même le respect d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peur qui détruit les gens, mais l'habitude de fuir devant elle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, car il sait que c'est impossible. La peur est une réaction naturelle, un instinct qui essaie de te protéger. Ce qu'il enseigne, c'est à marcher à travers elle, à ne pas laisser qu'elle devienne un mur qui enferme ton potentiel. Marc Aurèle disait qu'il n'y a rien d'aussi terrifiant que notre imagination débridée, parce que la peur est presque toujours plus grande dans l'esprit que dans la réalité. Pense à toutes les fois où la peur t'a paralysé. La peur du rejet t'a empêché de dire ce que tu ressentais. La peur de l'échec t'a empêché de commencer un projet. La peur de te tromper t'a maintenu au même endroit pendant des années. Chacune de ces fois, ce n'était pas le danger réel qui t'a arrêté, c'était ton dialogue interne. La véritable bataille a toujours été dans l'esprit, pas à l'extérieur. Marcher à travers la peur signifie arrêter d'attendre de te sentir prêt à agir. Attendre qu'elle disparaisse est une perte de temps, car elle ne le fera jamais complètement. La seule façon de la désarmer est de l'affronter pendant qu'elle est encore présente. Les stoïciens disaient « Si quelque chose doit te faire peur, qu'il te trouve debout en avançant, parce que la peur perd de son pouvoir dans le mouvement. » La première étape pour y parvenir est de la regarder en face et de la nommer. La peur est floue quand tu l'ignores, mais en la décrivant, elle devient plus petite. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur?
Quel est le pire qui pourrait arriver et que ferais-je si cela se produisait? La clarté affaiblit la peur parce qu'elle la sort de l'ombre de l'inconnu. L'étape suivante est d'agir, même si ce sont de petits pas. Si tu as peur de parler en public, n'attends pas de te sentir en sécurité. Commence à t'entraîner devant le miroir, puis devant un ami, puis dans de petits groupes. Le mouvement graduel est la preuve que tu peux avancer malgré la peur. Chaque pas te montre que le monstre était plus grand dans ton esprit que dans le monde réel. Une technique stoïcienne consiste à répéter mentalement les pires scénarios, non pas pour t'obséder avec eux, mais pour découvrir que même dans le pire des cas, tu peux résister. Cela réduit l'anxiété parce que ton esprit cesse d'imaginer des catastrophes sans réponse et commence à voir des solutions. L'objectif n'est pas d'ignorer la peur, mais de la transformer en un outil pour mieux te préparer. Souviens-toi que la peur peut aussi être un indicateur de croissance. Si tu ne ressens pas de peur, tu ne sors probablement pas de ta zone de confort, ni ne défies les limites qui te maintiennent tel que tu es. Chaque fois que tu la ressens, considère-la comme un signe que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Marcher à travers la peur ne signifie pas que tu arrêteras de trembler, mais que tu apprendras à avancer même si tu le fais avec des jambes tremblantes. La véritable force ne se voit pas chez celui qui ne craint rien, mais chez celui qui agit malgré la peur. Avec le temps, chaque peur vaincue se transforme en confiance et chaque pas pris au milieu de la peur devient une preuve de ton propre pouvoir. 6. Choisis le caractère plutôt que les réalisations. Il y a des gens qui collectionnent des trophées mais qui manquent de caractère. Et même si le monde applaudit leurs médailles, ils se sentent vides à l'intérieur. La société a vendu l'idée que tu vaux ce que tu obtiens, l'argent que tu accumules, les titres que tu montres. Mais les stoïciens avaient clairement compris que les réalisations externes sont fragiles. Elles peuvent être perdues lors d'une crise, d'une erreur, ou même avec le passage du temps. En revanche, le caractère est la seule richesse qui ne peut être arrachée. L'erreur la plus courante est de mesurer la valeur par les conquêtes visibles. Croire que le succès est un chiffre sur le compte bancaire ou la reconnaissance que d'autres te donnent. L'extérieur peut être acheté ou hérité, mais pas le caractère. Lorsque tu choisis le caractère plutôt que les réalisations, tu décides de ne pas sacrifier tes valeurs pour paraître grand. Tu décides que la façon dont tu obtiens un résultat est plus importante que le résultat lui-même. Cela demande du courage, car cela signifie rejeter les raccourcis qui promettent des gains rapides, mais qui te corrompent. Cela signifie supporter l'inconfort de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Imagine deux leaders, l'un qui inspire par ses paroles, mais qui trahit ses alliés pour monter, et l'autre qui avance plus lentement parce qu'il refuse de trahir ses principes. Le premier peut conquérir rapidement, mais lorsque le vent change, il s'effondre parce que son succès n'avait pas de fondation solide. Le second construit lentement, mais son pouvoir perdure parce qu'il est soutenu par le poids de son caractère. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu était le seul bien véritable. Pour eux, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse étaient plus importants que toute victoire extérieure. Cela ne signifie pas dédaigner les réalisations, mais comprendre qu'elles n'ont pas de valeur si elles sont obtenues en perdant le respect de soi. Pratiquer cette leçon implique de se poser des questions inconfortables. Jusqu'où es-tu prêt à renoncer à ta paix pour un objectif qui impressionne les autres? À quoi sert-il d'atteindre un poste élevé si tu l'as obtenu en manipulant ou en écrasant les autres? Comment te regardes-tu dans le miroir après avoir trahi tes propres principes pour la reconnaissance? Pour l'appliquer à la vie quotidienne, commence par prioriser tes valeurs dans les petites décisions. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Tenir ta parole même si personne ne le remarque. Maintenir la discipline même si personne ne t'applaudit. Ces actions façonnent ton caractère et à long terme, définissent le type de succès que tu peux réellement soutenir. Cela signifie aussi apprendre à accepter qu'il y aura des réalisations qui n'arriveront pas si tu décides de rester intègre. Tu peux perdre des opportunités rapides parce que tu n'es pas prêt à jouer sale, et ça fait mal. Choisis d'être respecté plutôt qu'admiré.
L'admiration peut être obscurcie par des rumeurs, mais le respect est gagné par des actions fermes et cohérentes. Un caractère solide ne cherche pas la reconnaissance, il devient simplement une norme que d'autres aspirent à atteindre. Souviens-toi, les trophées rouillent, les titres sont oubliés, les richesses peuvent s'évanouir. Le caractère, en revanche, laisse une empreinte qui transcende le temps. Lorsque l'adversité arrive, les réalisations ne te soutiendront pas, mais ton caractère le fera. C'est pourquoi le véritable triomphe n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans qui tu décides d'être pendant que tu le construis. 7. Défends ta paix avant tout. Tu vis dans un monde qui exige que tu réagisses à tout, répondre aux messages immédiats, donner ton avis sur chaque débat, t'impliquer dans le drame des autres, te défendre contre chaque critique. Si tu cèdes à cette pression, tu finiras épuisé et vide, car tu donnes ta ressource la plus précieuse, ta paix intérieure. Aucune réalisation ni relation ne vaut la peine si le prix à payer est ta tranquillité d'esprit. La paix ne se trouve pas, elle se protège. C'est un espace que tu dois garder comme un territoire sacré. Les stoïciens savaient que le chaos extérieur ne disparaît jamais. C'est pourquoi ils enseignaient à fortifier l'intérieur. Marc Aurèle a écrit que la véritable grandeur consiste à rester serein au milieu du bruit. La sérénité ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie ne pas permettre que les fluctuations du monde entrent et gouvernent ton esprit. Défendre la paix implique d'apprendre à poser des limites claires, même si cela dérange les autres. Beaucoup de gens ont peur de paraître égoïstes en disant non, mais céder à tout ce que les autres demandent est une forme d'abandon de soi. Chaque fois que tu acceptes un accord injuste, chaque fois que tu t'impliques dans un débat inutile, tu cèdes du terrain dans ton propre espace mental. Pour pratiquer cette leçon, commence par choisir tes batailles avec soin. Demande-toi avant de réagir, cela mérite-t-il mon énergie ou cela ne fera-t-il qu'alimenter un conflit sans sens? La plupart des choses qui nous perturbent ne valent pas la peine. Éviter l'inutile est l'une des façons les plus intelligentes de protéger ton équilibre. Une autre façon de défendre ta paix est de faire attention à ce que tu consommes mentalement. Les réseaux sociaux, les ragots et les nouvelles chargées de drames sont des envahisseurs silencieux. Tout ce que tu laisses passer par tes yeux et tes oreilles entre dans ton esprit. Si tu ne contrôles pas ce que tu permets d'entrer, le bruit du monde te poursuivra même en silence. Tu devras également accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas ta décision de prioriser le calme. Certains penseront que tu es devenu distant ou froid, mais tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde pourquoi tu choisis de ne pas participer à leur chaos. Ta paix n'est pas négociable. Et la défendre nécessite du courage pour décevoir les attentes des autres. Rappelle-toi, maintenir la paix n'est pas un acte passif, c'est une discipline constante. Cela nécessite de dire non quand l'impulsion te pousse à crier oui, cela nécessite de te taire quand l'ego exige une réponse, cela nécessite de te retirer quand l'orgueil te pousse à rester. Si ton objectif est d'avoir un esprit solide et intouchable face à l'extérieur, la paix intérieure est ton bouclier le plus fort. Tu perds quand tu penses que tu dois réagir à tout. Tu gagnes quand tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Un cœur serein n'est pas un luxe, c'est la condition pour vivre avec clarté au milieu d'un monde qui ne cessera jamais d'essayer de te perturber. 8. Sois fidèle à ton essence. Rien n'épuise plus que de vivre en jouant un rôle pour plaire aux autres. Chaque fois que tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, tu perds un fragment de ton énergie et tu t'éloignes de la force que tu recherches. La société pousse à s'adapter, parle comme on l'attend, habille-toi comme la mode le dicte, pense comme la majorité. Et à la fin, tu te retrouves entouré de gens qui ne te connaissent pas, parce que tu ne t'es même pas montré tel que tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la liberté la plus puissante n'est pas celle de l'extérieur, mais celle d'être qui tu décides d'être sans craindre les jugements. L'essence est cette voix intérieure qui sait ce que tu valorises, ce que tu n'es pas prêt à trahir et ce qui te fait te sentir en accord avec toi-même. La perdre, c'est perdre le centre qui soutient ton caractère. Être fidèle à ton essence signifie avoir le courage de décevoir les attentes des autres pour ne pas te décevoir toi-même.
Cela signifie rester ferme lorsque les autres insistent pour que tu changes pour correspondre à leur plan. Il ne s'agit pas d'être rebelle par fierté, mais de ne pas trahir les principes qui te donnent de la cohérence. Pratiquer cette leçon exige d'abord de te connaître en profondeur. Demande-toi, quelle valeur ne négocierais-je sous aucune circonstance? Qu'est-ce que je fais juste pour impressionner les autres et non par conviction personnelle? Quelle partie de moi ai-je cachée par peur du jugement? Les réponses peuvent être inconfortables, mais elles te montrent le chemin pour revenir à toi. Une autre étape importante est d'apprendre à dire non aux situations et aux personnes qui exigent que tu abandonnes ton identité. Chaque non que tu donnes à ce qui contredit ton essence est un oui que tu donnes à ta véritable force. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. La fidélité à soi-même implique également d'accepter que tout le monde autour de toi ne comprendra ni ne soutiendra ton authenticité. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce que tu ne corresponds plus à l'image qu'ils avaient de toi. Ce n'est pas une perte, c'est une purification nécessaire. Ce qui s'éloigne lorsque tu montres ton vrai toi n'a jamais vraiment été avec toi. Rappelle-toi que l'essence n'est pas quelque chose de fixe. Elle évolue avec l'apprentissage et les expériences. Être fidèle à toi ne signifie pas t'accrocher à une version passée, mais agir en cohérence avec tes valeurs présentes. La cohérence naît lorsque tes actions vont à l'encontre de ce que tu sais être juste pour toi. Être fidèle à ton essence est le fondement de la force intérieure. Lorsque tu cesses de mendier l'approbation et que tu commences à vivre en vérité avec toi-même, tu récupères l'énergie que tu dépensais auparavant en masque. La sérénité que tu recherches ne s'obtient pas en étant accepté par tous, mais en étant en paix avec la personne que tu vois dans le miroir. 9. Tel ego gagne en sérénité. L'ego est ce bruit constant qui exige reconnaissance, qui cherche à avoir toujours le dernier mot et qui se sent facilement offensé face à la moindre critique. C'est un invité bruyant qui vit dans ton esprit et qui, si tu ne le contrôles pas, finit par diriger ta vie. Le problème n'est pas d'avoir un ego, nous en avons tous un. Le problème est de le laisser parler si fort qu'il étouffe la voix de la raison. Le stoïcisme enseigne que l'une des plus grandes sources de souffrance n'est pas le monde extérieur, mais la lutte intérieure contre notre propre ego. C'est l'ego qui te fait te sentir humilié lorsque quelqu'un ne te donne pas de crédit, qui te pousse à réagir impulsivement face à une offense, qui te fait concourir pour des choses que tu ne valorises même pas. Plus tu lui donnes de place, moins tu as de paix. Faire taire l'ego ne signifie pas te rabaisser ni permettre des abus. Cela signifie apprendre à taire cette voix qui veut défendre ton orgueil à tout moment. C'est arrêter de réagir juste pour prouver que tu vaux quelque chose, parce que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres ni de gagner des discussions. La sérénité naît lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Imagine un lac calme, il reflète le ciel avec clarté. Maintenant, imagine ce lac agité par le vent. Il déforme tout ce qu'il reflète. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque l'ego est agité, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu ne vois que des distorsions créées par ton orgueil blessé. Pratiquer le silence de l'ego commence par t'observer dans les moments de réaction. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre à un commentaire blessant ou de te vanter pour impressionner, arrête-toi et demande-toi: cela vient-il de mon essence ou de mon besoin de nourrir l'ego? Ce petit espace de réflexion te redonne le contrôle. Une autre façon de le former est de renoncer intentionnellement à avoir le dernier mot. Laisse les autres croire qu'ils ont gagné la discussion si cela n'affecte pas ce qui est important pour toi. Tout ne nécessite pas de défense. Tu peux aussi pratiquer le mérite silencieux, faire ce qui est juste sans l'annoncer, progresser sans le montrer, améliorer sans chercher les applaudissements. L'ego s'affaiblit lorsque tu arrêtes de le nourrir avec des comparaisons. Chaque fois que tu te mesures aux autres, tu lui donnes plus de pouvoir. Au contraire, concentre-toi sur la compétition avec toi-même. Améliore ton caractère, ta discipline, ta sérénité. C'est là que l'ego perd de sa pertinence et que la véritable paix apparaît. Rappelle-toi que l'ego cherche le bruit, mais la force cherche le calme.
Un homme ou une femme véritablement fort n'a pas besoin de prouver sa puissance avec des mots ou des démonstrations constantes. Sa seule présence transmet la stabilité. Faire taire l'ego ne te retire pas de force, il te donne du contrôle. Quand l'ego se tait, l'esprit s'éclaircit, les émotions se calment et les décisions deviennent plus fermes. Et dans ce calme silencieux, tu trouves la sérénité qu'aucune provocation externe ne peut te voler. Le problème n'est pas que tu sois fatigué, c'est que tu vas te coucher avec l'esprit comme un champ de bataille. La dernière chose à laquelle tu penses avant de fermer les yeux est la première chose qui dirige ta journée au réveil, et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle sans s'en rendre compte. Tu te couches en repassant des disputes, des erreurs, des messages auxquels tu n'as pas répondu, des peurs concernant l'avenir, et tu prétends trouver la paix au milieu de ce bruit. Il n'y a pas de paix possible ainsi. L'esprit a besoin d'ordre, il a besoin de direction. Et si tu ne lui en donnes pas, il commande. Les stoïciens le savaient. Le véritable entraînement du caractère commence lorsque la journée se termine. Avant de dormir, ils s'arrêtaient pour examiner ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils pouvaient améliorer et ce qui ne valait pas la peine d'être porté jusqu'au lendemain. Ce rituel nocturne n'était pas un caprice philosophique. C'était une stratégie pure. Parce que ce que tu décides de penser avant de dormir décide de ton repos, de ton humeur et de ta force au lever du jour. Il ne s'agit pas seulement de dormir plus d'heures. Il s'agit de dormir avec le bon poids dans la tête. Si tu fermes les yeux avec rancune, culpabilité et anxiété, tu te réveilleras faible. Si tu les fermes avec calme, gratitude et clarté, tu te réveilles plus fort. C'est aussi simple et aussi dur que ça. N'attends pas de discipline si tu entraînes ton esprit dans le chaos chaque nuit. La nuit n'est pas la fin de la journée. C'est le début de ton prochain état d'esprit. Et si tu n'apprends pas à gouverner ces dernières minutes, tu vivras en répétant la même fatigue déguisée en routine. Cette vidéo ne prétend pas t'offrir de jolis mots pour mieux dormir, mais t'apprendre à transformer chaque nuit en un champ d'entraînement silencieux. Parce que celui qui contrôle ses dernières pensées de la journée commence à contrôler toute sa vie. 1. Fais taire le monde. Le véritable silence ne commence pas lorsque tu éteins les lumières. Il commence lorsque tu décides d'éteindre le bruit que tu portes en toi. Beaucoup de gens pensent que le repos est une question de fermeture des yeux. Mais si l'esprit reste allumé, peu importe à quel point le lit est confortable, le corps se fatigue, mais l'âme reste en guerre. Chaque notification, chaque souvenir qui apparaît lorsque tu restes immobile est une corde qui te maintient attaché au chaos de la journée. C'est pourquoi la première étape pour maîtriser la nuit est brutalement simple. Faire taire le monde avant que le monde ne te fasse taire. Regarde autour de toi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler notre attention. La luminosité du téléphone, les derniers messages, les nouvelles qui promettent l'urgence, les réseaux sociaux montrant des vies parfaites qui n'existent pas. La plupart ne se rendent pas compte que cette exposition constante ne se termine pas lorsque le soleil se couche, car nous l'emmenons au lit comme si c'était un prix, alors qu'en réalité c'est du poison. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone, mais ils connaissaient le danger de la dispersion. Ils avertissaient qu'un esprit fragmenté ne peut pas trouver de repos. Et bien que les temps aient changé, la nature humaine ne l'a pas fait. Le silence conscient n'est pas seulement se taire, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est le moment où tu décides de fermer la journée, peu importe si le monde là-bas continue à exiger plus de toi. C'est éteindre le téléphone même si quelqu'un se vexe parce que tu ne réponds pas. C'est arrêter la conversation interne qui t'accuse pour des erreurs passées. C'est rejeter l'idée que tu dois tout résoudre avant de dormir. Faire taire le monde ne signifie pas fuir, cela signifie poser des limites. Et les limites sont un langage que l'esprit comprend comme une protection. Imagine que ton esprit est comme un lac. Pendant la journée, il reçoit des pierres, des branches, des gouttes de pluie. Oh, tout tombe et agite l'eau. Si à la nuit tombée, tu continues à lancer des pierres, l'eau ne se calme jamais et ne reflète rien. Mais si tu arrêtes de les lancer, la surface se calme d'elle-même. Et alors, elle peut refléter le ciel. Faire taire le monde, c'est arrêter de jeter des pierres dans le lac de ton esprit, pour qu'il puisse retrouver la clarté qu'il a naturellement.
Commence par des gestes simples mais fermes. Au moins 30 minutes avant de dormir, éteins les écrans. Ne baisse pas la luminosité, ne vérifie pas quelque chose rapidement. Éteins-les. Cet acte si petit est un message pour ton cerveau. Le bruit est terminé. Baisse les lumières, réduis les sons, mais surtout, coupe le dialogue interne qui insiste pour avoir le dernier mot de la journée. Si l'esprit se rebelle, rappelle-lui que toutes les pensées ne méritent pas d'être écoutées immédiatement. Tous les problèmes ne méritent pas d'être pris en compte à 11 heures du soir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle de soi commence parce que tu décides de laisser entrer dans ton esprit. Si tu emmènes au lit tout le chaos que tu n'as pas su lâcher, tu ne peux pas espérer la paix. Faire taire le monde est, en essence, un acte de respect envers toi-même. C'est dire au bruit, pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est récupérer le droit de terminer la journée à ta manière, avec dignité et autorité sur tes propres limites. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de cette étape parce qu'elle semble simple, mais c'est la plus difficile pour un esprit accro à la distraction. Cependant, c'est le point de départ pour tout le reste. Tu ne peux pas semer la gratitude sur un terrain qui est encore plein de cris. Tu ne peux pas déclarer la paix si tu ne mets pas fin à la guerre en premier. Lorsque tu apprends à faire taire le monde avant de dormir, tu te donnes le cadeau d'un esprit qui respire enfin. Et cette tranquillité ne t'aide pas seulement à te reposer, mais renforce ton caractère pour te réveiller avec plus de maîtrise de toi-même. 2. Cultiver la gratitude. L'esprit humain est comme un terrain. Il est toujours prêt à recevoir des graines, mais toutes les graines ne produisent pas des fruits qui valent la peine d'être récoltés. Si à la fin de la journée vous semez des plaintes, des comparaisons et des ressentiments, ne soyez pas surpris lorsque vous vous réveillez épuisé, irritable et avec le sentiment que rien n'est suffisant. Mais si à la tombée de la nuit vous choisissez de semer la gratitude, vous transformez le terrain intérieur en un espace fertile où le repos devient une force et le nouveau jour une opportunité. La gratitude n'est pas un geste mièvre ni une phrase vide pour se sentir mieux. C'est un outil puissant que les stoïciens pratiquaient avec discipline. Marc Aurèle, après des journées pleines de responsabilités, consacrait ses dernières réflexions à remercier les leçons, même celles qui étaient enveloppées de difficultés. Pour eux, remercier ne signifiait pas ignorer la douleur ni romantiser l'adversité. C'était reconnaître que même les moments difficiles contiennent quelque chose à enseigner et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, faisait partie de leur entraînement en tant qu'êtres humains. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont rien à remercier parce qu'ils confondent gratitude et complaisance. Ils pensent « Comment vais-je remercier si ma vie n'est pas parfaite, si j'ai encore des problèmes à résoudre ?» C'est là l'erreur. La gratitude n'attend pas que tout aille bien. C'est la décision de reconnaître la valeur de ce que vous avez, même au milieu de ce qui manque. C'est comprendre que chaque respiration que vous prenez, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque personne qui a croisé votre chemin pour vous enseigner quelque chose, sont déjà des raisons suffisantes pour fermer les yeux sans rancune. En la pratiquant avant de dormir, vous ne faites pas seulement le ménage dans le désordre émotionnel accumulé pendant la journée, mais vous orientez votre esprit vers ce qui renforce plutôt que ce qui draine. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle vous permet de voir les chemins plus clairement. Et cela change tout. Un esprit qui remercie devient plus résilient, plus stable et moins enclin à s'enfoncer dans des pensées inutiles pendant la nuit. Commencez par quelque chose de simple. Avant de vous coucher, mentionnez à voix basse ou en silence au moins 3 choses que vous remerciez de cette journée. Ne cherchez pas de grandes réalisations. Cherchez ce qui est réel. Cela peut être d'avoir résisté à une impulsion, d'avoir terminé une tâche, d'avoir eu un moment de rire au milieu du chaos ou simplement d'être arrivé vivant à la fin d'une journée difficile. Le pouvoir est dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà et non dans l'obsession de ce qui manque. Si vous voulez approfondir les faits, écrivez ces 3 choses. Vous n'avez pas besoin d'un journal élégant ni de phrases parfaites. Un simple cahier et des mots directs suffisent. Écrire transforme l'abstrait en concret,
et pendant que votre main trace chaque remerciement, votre esprit commence à se concentrer sur ce qui ajoute plutôt que sur ce qui soustrait. Avec le temps, cette petite habitude entraîne le cerveau à chercher des raisons de remercier même pendant la journée, et cela transforme votre perception de la vie entière. De plus, la gratitude désarme le ressentiment. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et ressentir du ressentiment en même temps. Ce sont des états mentaux qui ne coexistent pas. Chaque nuit que vous décidez de remercier, vous choisissez de lâcher un peu plus de ce poids invisible que vous traînez. Les stoïciens considéraient cela comme un exercice d'humilité. Reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'il y a toujours quelque chose qui dépend de vous. Même si c'est votre attitude face à ce qui se passe. Pratiquer la gratitude avant de dormir n'est pas un acte mineur. C'est un entraînement silencieux qui façonne le caractère. 3. Déclare ta paix. La plupart des gens vont se coucher en espérant que le silence de la nuit fasse le travail qu'ils n'ont pas fait pendant la journée. Apaiser l'esprit. Mais la paix n'arrive pas par accident et n'apparaît pas simplement parce que l'horloge indique minuit. La paix se déclare, se décide et se défend. Avant de fermer les yeux, tu dois donner à ton propre esprit un ordre clair. Aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre. Et cette déclaration n'est pas de la poésie. C'est un signal de commande qui entraîne ton intérieur à répondre calmement, même lorsque la vie insiste pour te provoquer. Les stoïciens ne croyaient pas que la paix était un état mystique qui se trouve en dehors de soi. Pour eux, c'était une conquête quotidienne, le résultat de la maîtrise des pensées et de la non-permission aux émotions de régner sans contrôle. C'est pourquoi ils consacraient un moment chaque soir à examiner leurs actions, à reconnaître leurs erreurs et à se pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Cette habitude les empêchait d'aller se coucher en portant des culpabilités inutiles, car ils comprenaient que le véritable repos n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de bataille interne. Imagine que ton esprit est comme une pièce pleine de voix. Certaines t'accusent pour ce que tu as dit, d'autres te rappellent de vieilles erreurs. D'autres crient des problèmes que tu ne pourras pas résoudre avant demain. Si tu te couches sans déclarer ta paix, ces voix continueront à discuter pendant que tu dors, comme si ton esprit était un tribunal ouvert toute la nuit. Au réveil, tu te sentiras épuisé, non pas à cause du travail physique, mais à cause des batailles mentales interminables qui ne se sont jamais arrêtées. Déclarer ta paix, c'est faire une clôture consciente de la journée. C'est regarder en face les erreurs commises, les accepter sans dramatiser et dire « cela reste ici, je ne l'emmènerai pas à l'oreiller ». C'est aussi reconnaître les problèmes qui n'ont pas encore de solution et dire « demain, je verrai ce que je peux faire ». Mais ils ne me voleront pas le repos d'aujourd'hui. Cet acte de décision met fin au cycle de l'anxiété nocturne, qui épuise tant les personnes qui pensent que se soucier au lit les rapproche de la solution. Ce n'est pas le cas. L'inquiétude nocturne ne résout rien, elle ne fait que voler de l'énergie pour le lendemain. Une pratique simple mais puissante est de créer une phrase de clôture, une affirmation courte qui devient ton signal de commande personnelle. Cela peut être quelque chose d'aussi direct que « aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas » ou « je ne vais pas emmener mes batailles à l'oreiller ». Il ne s'agit pas de phrases magiques ou d'illusions optimistes. Il s'agit de mots qui fonctionnent comme des ancres mentales, des rappels que tu décides de ne pas te battre quand il n'y a rien à gagner. Répéter ces mots chaque nuit enseigne au cerveau qu'il existe une limite, un moment pour s'arrêter. La paix déclarée implique également le pardon, non pas comme excuse, mais comme libération. Pardonner à la fin de la journée ne signifie pas justifier ce qui était mal, mais refuser de permettre à l'offense de continuer à occuper de l'espace dans ton esprit. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire que la colère contre les autres ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Lorsque tu fais de cette déclaration de paix une habitude, ton repos cesse d'être une simple fermeture des yeux et se transforme en un entraînement silencieux de l'autocontrôle. Peu à peu, l'esprit apprend à arrêter son propre bruit lorsqu'il reçoit l'ordre, tout comme un soldat qui reconnaît l'appel de son commandant. Et chaque nuit que tu réussis à t'imposer à tes pensées chaotiques, tu renforces un muscle invisible, celui de la discipline émotionnelle. Celui qui déclare sa paix avant de dormir
ne fait pas preuve de faiblesse ou de naïveté. Il montre un courage peu commun dans un monde où tout le monde se bat même dans ses rêves. 4. Lâchez le poids sur le papier. Il y a des pensées qui pèsent plus que la fatigue physique. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais chaque souci, chaque regret et chaque idée que vous ne dites pas à haute voix s'accumulent comme des pierres en vous. À la fin de la journée, beaucoup se mettent au lit avec l'esprit encombré, espérant que le sommeil soit assez fort pour balayer ce désordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous ne lâchez pas vous poursuit, et ce que vous taisez finit par parler seul lorsque vous éteignez les lumières. C'est pourquoi les stoïciens avaient une arme silencieuse et puissante, l'acte d'écrire. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir du papier, comme si déverser les pensées était un passe-temps sans importance. Mais écrire est un exercice de nettoyage mental, presque un soulagement physique pour l'âme. Lorsque les pensées restent coincées dans la tête, elles grandissent, se déforment, se répètent comme un écho insupportable. Le papier les arrête, leur donne une forme, et les enferme dans un endroit où elles ne peuvent plus empoisonner votre esprit pendant votre sommeil. Sénèque conseillait d'examiner la journée avant de dormir, se demander ce qui a été bien fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui ne valait pas la peine d'être porté au lendemain. Cette habitude, plus qu'un rituel philosophique, était un acte pratique d'autogouvernement. En écrivant ce que vous avez en vous, vous arrêtez de vous battre avec les pensées et commencez à les traiter comme des objets que vous pouvez déplacer et organiser. Ce qui était auparavant un essaim chaotique devient des mots ordonnés, visibles, qui cessent de vous effrayer. Il ne s'agit pas de rédiger un journal parfait, ni d'orner des phrases. Il s'agit de vider l'esprit. Vous pouvez commencer par écrire 3 choses, ce que vous remerciez, ce qui vous pèse et ce que vous décidez de lâcher pour aujourd'hui. Ce geste simple ouvre de l'espace pour le repos. C'est comme laisser le sac à dos sur le sol avant de continuer le chemin. La charge existe toujours, mais vous ne la portez plus. Il y a quelque chose de presque thérapeutique à voir les pensées transformées en encre. Ce qui semblait immense se réduit à quelques lignes. Ce que vous croyiez impossible à résoudre perd de sa force lorsque vous le confrontez avec des mots. Le papier ne vous juge pas, ne vous interrompt pas, ne discute pas. Il reçoit simplement et garde. Et en laissant là vos inquiétudes, vous libérez l'esprit de tourner autour de la même chose pendant que vous essayez de dormir. Imaginez le guerrier qui nettoie son épée après la bataille. Il ne le fait pas par caprice, mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller se reposer avec la lame couverte de sang et de poussière. C'est ainsi que l'esprit est après une journée difficile. Il a besoin d'un nettoyage pour ne pas porter le poids de la journée dans la nuit. Écrire et ce nettoyage, c'est la façon la plus simple et efficace de dire au cerveau que la journée est terminée et qu'il n'a pas à continuer à se battre dans l'obscurité. Un cahier ordinaire et un stylo suffisent. Si vous ne savez pas par où commencer, écrivez des phrases courtes. Aujourd'hui, je laisse aller. Aujourd'hui, je remercie. Aujourd'hui, je ne me blâme pas pour. Ces petites déclarations sont des clés qui ferment des portes inutiles et libèrent de l'espace pour le calme. Les stoïciens comprenaient que tout problème ne peut pas être résolu sur le moment, mais il peut être mis à sa place pour ne pas envahir ce qui reste de paix. Chaque mot écrit est une décision. Cette idée ne viendra pas avec moi sur l'oreiller. Cette action répétée nuit après nuit ne fait pas seulement ordonner l'esprit, elle renforce aussi le caractère, car vous entraînez l'habitude de faire face à ce que vous ressentez au lieu de le fuir. Lorsque vous faites du papier votre confident nocturne, vous ne cherchez pas la beauté ni la perfection, vous cherchez la légèreté. Et cette légèreté est celle qui permet à votre esprit, enfin, de se reposer. Vous dormirez mieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez libéré le poids de le porter en silence. 5. Respire et libérer. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit, mais peu de gens le remarquent parce qu'ils la tiennent pour acquise. Pendant la journée, nous respirons de manière automatique, superficielle, comme si cela suffisait à peine pour survivre. Cependant, lorsque la nuit tombe, cette respiration agitée, faite de précipitation et de stress, continue de guider un corps qui essaie de dormir
tout en se comportant comme s'il était en pleine bataille. C'est pourquoi le repos n'arrive pas. Le corps dit combat pendant que tu dis repos. La respiration consciente est l'interrupteur qui réconcilie les deux et te rend le contrôle. Les stoïciens, bien qu'ils ne parlaient pas en termes modernes de respiration diaphragmatique ou de pleine conscience, savaient que le calme commence par la maîtrise du corps. Épictète enseignait que face à ce que tu ne peux pas contrôler, le premier acte de gouvernement est avec toi-même. Et il n'y a pas d'acte plus basique d'autogouvernement que de respirer de manière délibérée. Chaque inspiration profonde est un rappel que tu es en vie et que tu décides ce qui entre et ce qui sort de toi. Chaque expiration est un ordre silencieux pour libérer le poids émotionnel accumulé. La plupart des gens emportent la tension de la journée au lit comme si elle faisait partie de leur identité. Épaules tendues, mâchoires serrées, respiration courte. Ainsi, même si la fatigue est réelle, le corps croit qu'il est toujours en état d'alerte. Mais le corps ne sait pas mentir. Peu importe combien de fois tu répètes à ton esprit qu'il doit se détendre, si le corps ne reçoit pas le bon signal, il n'y aura pas de repos. C'est ici que la respiration consciente devient un outil stoïcien, une manière simple, directe et puissante de gouverner le chaos. Commence par quelque chose d'aussi simple que de t'asseoir sur le bord du lit, fermer les yeux et relâcher les épaules. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air un instant et puis expire lentement jusqu'à 6. Ce petit allongement de l'expiration trompe le corps pour qu'il abandonne l'alerte et active le système de calme. Répète le cycle au moins 5 fois, mais sans forcer quoi que ce soit. L'objectif n'est pas de manquer d'air, mais de rappeler au corps qu'il n'est plus en danger. Chaque expiration est plus que de l'air qui sort. C'est une façon d'expulser le résidu émotionnel que tu as accumulé. La conversation inconfortable que tu as eue le matin, l'erreur que tu as continué à répéter mentalement, la peur que tu portes sur l'avenir. Lorsque tu expires, imagine que tout cela part avec l'air. Ce n'est pas une fantaisie bon marché. Ton esprit obéit aux images que tu lui donnes, et la visualisation renforce l'effet apaisant. Les stoïciens voyaient le contrôle de la respiration comme un acte de discipline, pas de mysticisme. Ce n'était pas un rituel spirituel pour impressionner qui que ce soit, mais un outil pour garder son calme lorsque les émotions menacent de déborder. Beaucoup de gens cherchent la paix dans des paroles profondes ou des solutions complexes, mais oublient que la paix commence avec le rythme de ta respiration. Ce rythme dicte à l'esprit s'il doit lutter ou se rendre au repos. Plus il est lent et profond, plus vite le corps lâche les signaux d'alerte. En quelques nuits, tu remarqueras que le sommeil arrive avec moins de résistance, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as appris à guider le seul mécanisme qui ne ment jamais. Avant de dormir, consacre quelques minutes à cet exercice. Fais-le en silence, sans musique, sans distraction, en laissant le seul son être l'air qui entre et sort de tes poumons. Cet acte simple, répété nuit après nuit, devient une ancre. Chaque fois que tu commences le cycle de respiration, ton corps saura qu'il est temps de libérer le poids de la journée. 6. Prends soin de ta dernière pensée. L'instant précédant la fermeture de tes yeux est le terrain le plus fertile de ton esprit. Ce que tu décides de penser dans cette dernière minute avant de dormir ne reste pas là. Il s'enfonce dans ton subconscient et travaille en silence toute la nuit. Beaucoup l'ignorent et se couchent en nourrissant des souvenirs douloureux, des inquiétudes sur l'avenir ou en répétant des discussions qu'ils ne peuvent plus changer. En faisant cela, ils sèment des graines qui, au réveil, germent comme de l'anxiété, de l'apathie ou du découragement. Celui qui ne prend pas soin de sa dernière pensée devient l'otage de son propre subconscient. Les stoïciens savaient que les pensées finales façonnent le caractère, parce que lorsque l'esprit est sans distraction, il montre clairement ce qui le gouverne. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la fin de la journée sur les actions qui dépendaient de lui et écartait ce qui était hors de son contrôle. Cette habitude n'était pas un hasard. Il comprenait que le dernier dialogue interne devait le renforcer, non l'affaiblir. Dormir avec des pensées claires et disciplinées était aussi important que le repos physique.
Pense au subconscient comme à un gardien nocturne qui reçoit les dernières instructions avant la veille. Si tu lui donnes de la peur, il l'amplifie. Si tu lui donnes du calme, il le protège. Si tu lui donnes de la clarté, il la multiplie. La plupart laissent ce gardien travailler avec des déchets émotionnels, parce qu'ils ne prennent pas le temps de choisir quelles pensées semer avant de dormir. Ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui apparaît dans l'esprit, mais c'est faux. Tu ne peux pas toujours contrôler la première pensée qui arrive, mais tu peux contrôler la dernière que tu décides de garder. Prendre soin de la dernière pensée ne consiste pas à t'obliger à penser à des choses belles ou à nier la réalité, mais à choisir consciemment la fin de la journée. Après tout ce que tu as vécu, les erreurs commises et les succès atteints, tu peux terminer la journée avec gratitude, avec acceptation ou avec une déclaration ferme à toi-même. Par exemple, demain je serai plus patient, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux et je l'accepte, je ne porterai pas ce que je ne peux pas changer. Ces phrases sont simples, mais en les répétant avec intention, elles ordonnent le désordre interne et préparent le subconscient à travailler en ta faveur pendant que tu dors. Pour que cela fonctionne, choisis un moment de calme avant de fermer les yeux. Éteins les écrans, évite les conversations qui perturbent ton humeur et consacre-toi au silence. Ensuite, laisse les pensées qui ne valent pas la peine s'en aller. Tu peux les imaginer comme des feuilles flottant sur une rivière qui s'éloignent avec le courant. Une fois que tu as éliminé le bruit, formule ta dernière pensée comme si c'était une instruction claire, pas un souhait vague. L'esprit obéit mieux aux instructions qu'aux supplications. Cette habitude exige aussi du courage, car parfois la dernière pensée dont tu as besoin n'est pas confortable. Cela peut être la reconnaissance d'une erreur que tu dois corriger demain, ou le rappel que tu dois lâcher quelque chose que tu as retenu par orgueil. Prendre soin de la dernière pensée n'est pas chercher du réconfort, c'est chercher la vérité et la direction. Cette honnêteté renforce l'esprit et empêche que les émotions non résolues te volent la tranquillité nocturne. Les recherches modernes confirment ce que les stoïciens pressentaient. L'état émotionnel avec lequel tu termines la journée influence la qualité du sommeil et le niveau d'énergie au réveil. Une dernière pensée disciplinée peut réduire le stress, calmer le système nerveux et améliorer la mémoire. Car le cerveau traite la nuit ce que tu lui donnes le jour. Celui qui prend soin de sa dernière pensée entraîne un pouvoir silencieux, celui de ne pas permettre que les souvenirs amers soient les maîtres de son repos. 7. Fais de la nuit ton sanctuaire. La plupart des gens considèrent la nuit comme une simple parenthèse entre un jour et l'autre. Ils se couchent épuisés, avec la lumière du téléphone encore illuminant leur visage, entourés de bruit visuel et mental, comme si le repos était une autre obligation sur leur liste interminable. Mais la nuit n'est pas une formalité, c'est le sanctuaire que tu décides de construire ou de détruire chaque jour. Et celui qui n'apprend pas à prendre soin de cet espace sacré finit par vivre dans un cycle de fatigue chronique, sans comprendre pourquoi il ne récupère jamais de force. Un sanctuaire n'est pas un lieu physique coûteux, ni ne nécessite des rituels compliqués. C'est un environnement conçu pour rappeler à ton esprit et à ton corps qu'ils entrent dans un territoire de calme. Les stoïciens comprenaient que l'environnement façonne le caractère. Si l'endroit où tu dors est envahi de désordre, d'écrans allumés et de souvenirs qui te perturbent, le subconscient ne comprend jamais qu'il est temps de s'arrêter. C'est pourquoi faire de la nuit un sanctuaire est bien plus que de faire le lit. C'est un acte de respect envers toi-même. Commence par l'espace qui t'entoure. Enlève ce qui est inutile. Tu n'as pas besoin que ta chambre ressemble à une vitrine pleine de distractions. Élimine l'excès d'objets et garde près de toi seulement ce qui invite au repos. Une lumière tamisée, un cahier, peut-être une odeur douce. Ton environnement est le premier langage que comprend l'esprit. Si tu lui parles avec chaos, il répond avec tension. Le sanctuaire se construit aussi avec des habitudes. Marque une limite claire entre le bruit du jour et le silence de la nuit. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de changer de vêtements pour dormir, baisser les lumières, consacrer 2 minutes à t'étirer ou préparer une boisson chaude. Ce n'est pas le geste en lui-même, c'est le message.
Ici se termine la bataille et commence la récupération. Ce petit rituel fonctionne comme un signal psychologique qui aide le cerveau à se déconnecter. Au-delà de l'environnement physique, le véritable sanctuaire est mental. C'est l'espace intérieur que tu protèges des pensées qui ne méritent pas d'entrer. Ici, les limites sont tout aussi importantes. Ne pas emporter de conversation en suspens à l'oreiller, ne pas laisser de place au ressentiment, ne pas permettre que les soucis de demain occupent le seul moment de paix que tu as aujourd'hui. Imagine la nuit comme un temple intérieur où seul l'accès à la gratitude, à la tranquillité et à la clarté est autorisé. Créer un sanctuaire nocturne est un rappel que le repos n'est pas un luxe. Il fait partie de ta discipline. Dormir en paix est un entraînement qui renforce le caractère autant que n'importe quel défi du jour. En traitant la nuit comme un lieu sacré, tu transformes un acte quotidien en une pratique de soin de soi stoïcien. Et chaque fois que tu le répètes, tu éduques ton esprit à respecter les limites qui garantissent ton bien-être. Celui qui fait de la nuit son sanctuaire se réveille différemment, avec l'esprit plus léger, le corps moins épuisé et l'esprit prêt à affronter le chaos extérieur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de construire un refuge qui te permet de retourner au combat quotidien avec des forces renouvelées. C'est là le véritable pouvoir de prendre soin de ton espace nocturne, retrouver la dignité de ton repos et le transformer en une source de force intérieure. 8. Entraînez votre repos. Dormir n'est pas seulement fermer les yeux et attendre que la fatigue fasse le travail. C'est un entraînement et la plupart des gens l'ignorent jusqu'à ce que la fatigue s'accumule et que le corps commence à protester. Nous pensons que le repos se produit de lui-même, mais en réalité, c'est un art qui se perfectionne, tout comme n'importe quelle discipline qui exige constance et volonté. Celui qui apprend à entraîner son repos découvre que chaque nuit peut être une occasion de se renforcer plutôt que de s'épuiser. Les stoïciens valorisaient le repos non pas comme une indulgence, mais comme un outil stratégique. Ils savaient qu'un esprit épuisé prend de mauvaises décisions, qu'un corps faible cède plus facilement aux émotions et que la discipline ne survit pas sans énergie. C'est pourquoi le repos faisait partie de leur pratique de l'autogouvernement. Ils préparaient le corps et l'esprit à mieux performer le lendemain. Cette perspective change tout. Vous ne dormez pas pour échapper à la journée, vous dormez pour maîtriser celle qui vient. Entraîner le repos signifie créer des routines qui apprennent à votre corps à reconnaître quand il doit lâcher prise et quand il doit récupérer des forces. Commencez par respecter les horaires, couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours. Ce n'est pas un caprice. C'est une façon de rééduquer l'horloge interne qui dicte quand libérer les hormones de calme et quand activer l'énergie. Un horaire irrégulier trompe le corps, et un corps confus ne se repose jamais complètement. Un autre aspect essentiel est la préparation préalable. Tout comme un athlète ne concourt pas sans s'échauffer, l'esprit ne devrait pas passer du chaos diurne au repos profond sans transition. Consacrez les 30 dernières minutes avant de dormir à des activités qui ralentissent le rythme, lecture tranquille, respiration consciente ou un bref étirement. Cela indique au cerveau qu'il n'est plus en mode combat et l'aide à entrer dans l'état de relaxation nécessaire à un sommeil réparateur. Entraîner le repos implique également de comprendre que tout ce qui relaxe instantanément n'est pas bon pour dormir. Passer des heures au téléphone ou devant un écran peut sembler inoffensif, mais la lumière et le flux constant d'informations perturbent les rythmes naturels du cerveau. Éloigner les écrans, c'est comme retirer l'ennemi silencieux qui interfère avec votre capacité à vous déconnecter. Le repos est un muscle qui se renforce avec la répétition de l'habitude correcte. Chaque fois que vous respectez l'horaire, que vous respectez le rituel avant le sommeil et que vous prenez soin de l'environnement où vous dormez, vous entraînez votre corps et votre esprit à entrer en mode récupération avec moins de résistance. Et plus ce muscle invisible est bien entraîné, plus vous êtes prêt à affronter l'usure du lendemain. Celui qui apprend à entraîner son repos se réveille avec un avantage. Il ne récupère pas seulement de l'énergie physique, mais il gagne en clarté mentale, en stabilité émotionnelle et en maîtrise de soi. Dormir,
cesse d'être un acte passif et devient une ressource stratégique pour construire une force intérieure. La véritable discipline ne se mesure pas seulement à ce que vous faites lorsque vous êtes éveillé, mais aussi à la façon dont vous vous préparez pour le silence qui façonne la force avec laquelle vous affrontez l'aube. Arrête de croire que pour être respecté, tu as besoin de crier plus fort que les autres. Le véritable respect ne se demande pas, ne s'achète pas et ne s'impose pas par des menaces. Il se gagne par la façon dont tu marches, par le silence que tu gardes et par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens sentent quand quelqu'un a le contrôle de lui-même, et ce type de présence n'a pas besoin de présentation. Nous vivons entourés de bruit. Tout le monde a une opinion, tout le monde interrompt, tout le monde essaie d'être vu. Mais plus la foule parle, plus celui qui sait se taire se démarque. Celui qui écoute avant de répondre, celui qui n'a pas besoin d'excuses, ni d'ornements pour soutenir ses paroles. Ce calme au milieu du chaos est ce qui fait que les autres s'arrêtent, regardent et respectent. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est plus forte que n'importe quel cri. Celui qui peut se gouverner lui-même transmet l'autorité sans effort. Sa posture est ferme, sa voix est claire et ses actions confirment ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, car chaque geste confirme son caractère. Cette vidéo ne parle pas de belles phrases, ni de conseils superficiels. Il s'agit de retrouver la force que tu as déjà, mais que tu as peut-être laissé se perdre entre les impulsions, la peur et les doutes. Ici, tu vas découvrir 6 principes qui te feront attirer le respect et l'attention sans élever la voix. Des principes que tu peux pratiquer quotidiennement pour que ta présence parle pour toi. Prépare-toi, car ce qui change ta vie n'est pas ce que tu promets de faire demain, mais comment tu décides d'agir aujourd'hui. Le respect ne se supplie pas. Il se construit avec discipline, clarté, objectif et surtout avec la façon dont tu affrontes ce qui est devant toi. 1. Le pouvoir du silence. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de contrôle. Celui qui apprend à se taire quand tout le monde crie démontre qu'il n'est pas à la merci des émotions ni de la pression du moment. Le silence est comme un fil invisible. Il ne coupe pas avec du bruit, mais il marque des limites que personne n'ose franchir. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, celui qui sait se taire devient un mystère, et le mystère attire l'attention. Imagine quelqu'un qui, au milieu d'une discussion, décide de ne pas réagir à la première insulte, ni au premier geste de provocation. Non pas parce qu'il n'a pas de réponse, mais parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse. Ce type de silence est dérangeant, car il révèle l'autocontrôle. Pendant que les autres se consument en essayant de provoquer une réaction, tu conserves ton énergie et ta contenance. C'est le premier signe de respect, montrer que tu n'es pas facile à ébranler. Les stoïciens savaient que le silence est un reflet de la force intérieure. Sénèque disait que celui qui se maîtrise n'est pas esclave des mots. Quand tu te tais à temps, tu ne perds pas la discussion, tu gagnes du terrain. Tu n'offres pas d'explications inutiles. Tu ne tombes pas dans le jeu de ceux qui cherchent à te provoquer et surtout, tu te fais entendre davantage quand tu décides finalement de parler. Le silence est aussi un acte d'observation. Pendant que les autres se précipitent pour remplir l'espace avec des opinions et des jugements, tu as l'avantage d'écouter, d'analyser et de comprendre avant de répondre. C'est un outil de stratégie. Celui qui écoute d'abord a plus de pouvoir pour choisir ses mots ensuite. Dans cet espace que tu tais, tu démontres que tu n'agis pas par impulsion, mais avec intention. Pratiquer le pouvoir du silence ne signifie pas se retirer ni se cacher. Cela signifie choisir avec soin quand parler et quand laisser le silence parler pour toi. Par exemple, lors d'une réunion où tout le monde cherche à impressionner avec des discours, rester serein et écouter attentivement fait que ta voix, à la fin, a un poids différent. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu as choisi le moment opportun pour intervenir. Le silence protège aussi ta dignité. Chaque fois que tu réponds avec des mots que tu n'as pas pensés, tu offres aux autres le contrôle de ton état émotionnel. Chaque fois que tu réagis immédiatement, tu perds un morceau d'autorité. Le silence te rend le commandement.
Il te donne des secondes pour réfléchir, pour te rappeler qui tu es et pour agir conformément à tes principes, pas aux provocations. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe nécessite de la discipline. Cela signifie apprendre à contenir l'impulsion d'opiner sur tout, éviter de se justifier quand ce n'est pas nécessaire et comprendre que tu n'as pas à expliquer ta valeur à personne. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante aux critiques, aux commérages ou aux provocations, car il met en évidence la faiblesse de ceux qui cherchent ta réaction. Pense aux figures qui inspirent le plus de respect. Ce ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent moins, mais avec sens. Leur silence n'est pas vide. C'est une déclaration qu'ils ne jouent pas le jeu des apparences. Chaque moment où tu te tais fermement, tu construis une image de quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour valider son caractère. Le pouvoir du silence, alors, n'est pas passivité. C'est action contenue. C'est montrer que ton esprit commande sur ta langue et que tu ne te laisses pas agiter par ce que les autres disent. Un homme ou une femme qui maîtrise le silence devient quelqu'un qui se fait entendre, sans avoir à élever la voix. C'est le type de respect qui ne se supplie ni ne se négocie, il s'inspire. 2. Respect dans ta posture. Avant de prononcer un seul mot, tu communiques déjà qui tu es. La façon dont tu te tiens, comment tu maintiens ton regard et la manière dont tu occupes l'espace en disent plus que n'importe quel discours. Ta posture est le langage silencieux que les gens interprètent sans s'en rendre compte. Et bien souvent, elle détermine si on te prend au sérieux ou non. Un corps voûté, des épaules tombantes et un regard fuyant transmettent le doute et la fragilité, même si tu te sens fort à l'intérieur. En revanche, un corps droit, ferme mais détendu, avec la tête haute, dit sans mots « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le prouver ». Le respect commence là, dans la façon dont tu habites ton propre corps. Les stoïciens comprenaient que le contrôle de soi ne réside pas seulement dans l'esprit, il se reflète également dans la forme physique. Marc Aurèle a écrit sur la dignité que même le soldat le plus fatigué doit montrer. Ne pas laisser la fatigue traîner le corps ou le découragement affaisser les épaules. La posture, donc, n'est pas seulement une habitude physique, c'est une déclaration de force intérieure. Observe ceux qui inspirent un respect authentique. Leur démarche n'est ni précipitée ni craintive. Marcher droit, avec des pas fermes, non pas par arrogance mais par assurance, est un acte de présence. Garder les épaules alignées, la poitrine ouverte et le regard direct montrent que tu n'as pas peur d'occuper ta place dans le monde. Cette posture n'est pas une question d'imposition sur les autres, mais de ne pas se diminuer devant personne. Dans un environnement quotidien, une posture ferme te distingue même en silence. Par exemple, dans une salle pleine de personnes qui gesticulent exagérément ou cherchent de l'attention, celui qui reste serein, avec le dos droit et les bras détendus, projette le contrôle. Ce calme physique n'impose pas seulement le respect. Il génère également la confiance chez les autres, car il montre que tu n'es pas dominé par l'anxiété ou la nervosité. Une bonne posture est aussi un rappel interne. Quand tu te redresses, quand tu lèves le menton et fixes le regard sans arrogance, tu dis à ton esprit que tu ne fuis pas et ne cèdes pas de terrain. C'est une ancre physique qui t'aide à garder ton calme, même lorsque les circonstances tentent de te déstabiliser. Les stoïciens insistaient sur le fait que le corps et l'esprit doivent être entraînés ensemble, car tu ne peux pas aspirer à un esprit ferme en vivant dans un corps qui s'effondre sous la tension. Pratiquer le respect dans ta posture ne nécessite pas une perfection militaire, mais une conscience constante. Commence par corriger l'habitude de te voûter lorsque tu te sens mal à l'aise ou incertain. Maintiens le contact visuel assez longtemps pour montrer de l'intérêt et de la conviction, sans agressivité. Ne croise pas les bras comme un bouclier, ni ne bouge les pieds avec nervosité, car ces gestes inconscients transmettent l'insécurité. Dans les conversations importantes, ta posture peut changer la façon dont on te perçoit. Si tu te penches trop en avant, tu sembles désespéré d'obtenir l'approbation. Si tu recules avec les bras croisés, tu sembles fermé ou sur la défensive. En revanche, si tu restes centré, avec les épaules détendues, le regard ferme et les mains visibles mais calmes, tu projettes l'ouverture et le contrôle.
Ce langage corporel parle avant toi et souvent plus fort que ta voix. Le respect dans la posture n'a rien à voir avec le fait de paraître intimidant ou de prétendre être supérieur. C'est plus simple et plus puissant. Cela signifie que tu ne permets pas aux circonstances ni aux émotions de te faire fléchir. Cela signifie que même au milieu de la tension, tu continues à occuper ta place avec dignité. Ce type de présence calme l'atmosphère et oblige les autres à te traiter avec considération, car tu démontres l'autocontrôle sans dire un seul mot. 3. Prouve avec des faits. Rien ne détruit plus rapidement la crédibilité que les promesses non tenues. Nous vivons entourés de personnes qui parlent trop de ce qu'elles vont faire, de leurs plans, de leurs objectifs. Mais au moment d'agir, elles ne tiennent même pas la moitié de leurs promesses. Avec le temps, les mots deviennent du bruit et perdent de leur poids. Le véritable respect naît lorsque tu cesses d'annoncer et commences à démontrer. Les faits sont le langage le plus clair qui existe. Ils n'ont besoin ni d'explication, ni de justification. Les stoïciens croyaient que la vertu se mesure en action, pas en discours. Épictète disait que tu ne peux pas te dire courageux pour tes intentions, mais pour ce que tu fais quand l'épreuve arrive. Il en va de même pour le respect. Personne ne te le donne pour ce que tu promets, mais pour ce que tu accomplis. Si chaque mot que tu prononces est soutenu par des faits, tu construis une réputation solide qui parle pour toi-même lorsque tu te tais. Quand tu tiens tes promesses, tu ne démontres pas seulement de la discipline, tu envoies aussi un message puissant que tu es une personne digne de confiance. Et la confiance est le fondement de tout respect authentique. Les gens ne suivent pas celui qui parle le plus, ils suivent celui qui tient ses promesses. Pense à n'importe quel leader que tu admires. Tu ne te souviens pas de lui pour ses beaux discours, mais pour ce qu'il a fait, pour les décisions difficiles qu'il a prises, pour l'exemple qu'il a donné dans les moments compliqués. Dans la vie quotidienne, prouver avec des faits signifie agir sans avoir besoin d'annoncer chaque étape. Si tu décides de changer une habitude, ne le proclame pas sur les réseaux sociaux, fais le changement et laisse les résultats parler. Si tu promets quelque chose au travail, livre-le même avant la date limite. Si tu donnes ta parole à quelqu'un, tiens-la, même si personne ne te surveille. Ce type de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est de plus en plus rare, et c'est pourquoi il se démarque. Celui qui prouve avec des faits n'a jamais besoin de se défendre avec des excuses. Au lieu de te justifier, d'expliquer pourquoi tu n'as pas pu, tu fais ce qui est approprié. Cette cohérence non seulement élève ton respect aux yeux des autres, mais renforce aussi ta propre estime de toi. Tu sais que tu peux avoir confiance en toi, et cela se voit dans ta façon de parler, dans ton attitude, et même dans ton silence. Il y a quelque chose de puissant à surprendre les gens avec des résultats plutôt qu'avec des mots. Le silence précédent crée de l'attente. Les faits ultérieurs confirment que tu ne cherchais pas des applaudissements, mais à atteindre ton objectif. Ce contraste fait que chaque action de ta part gagne le double de respect, car les gens comprennent que ce que tu dis n'est pas du vent, c'est une promesse tenue. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre pour impressionner, mais pour nous améliorer. Agir avec constance est plus difficile que de parler de grandeur, mais c'est le chemin qui forge un caractère solide. Dans un monde plein de discours vides, quelqu'un qui tient ses promesses devient une rareté admirée. Ce type de personne n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Il suffit de montrer des résultats pour que sa présence ait du poids. Pratiquer ce principe nécessite de la discipline et de l'humilité. De la discipline pour ne pas abandonner quand personne ne regarde, et de l'humilité pour comprendre que les faits et non les éloges sont la véritable récompense. Cela signifie arrêter d'annoncer ce que tu vas faire pour éviter la tentation d'impressionner avec des mots. Cela signifie choisir d'agir, même lorsque les autres attendent des explications. Le respect qui est obtenu par les faits est difficile à gagner, mais aussi impossible à perdre tant que tu maintiens la cohérence. Il n'y a pas d'argument plus fort qu'une action accomplie. Il n'y a pas de défense plus solide que le résultat visible. C'est pourquoi, si tu veux être pris au sérieux, parle moins et agis plus. 4. Parle clairement. Les mots peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent parler de manière compliquée,
remplir leurs phrases de fioritures et de jargon pour impressionner, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de semer la confusion et de s'éloigner. La clarté, en revanche, est puissante. Lorsque tu parles de manière directe, sans détour ni hésitation, tu transmets de la confiance, et cette confiance oblige les autres à t'écouter. Le respect ne vient pas du volume de ta voix ou de la complexité de ton vocabulaire. Il vient de la manière dont tu fais passer ton message intact. Un homme ou une femme qui s'exprime avec précision ne laisse pas de place aux malentendus ou aux doutes. Chaque mot compte et semble intentionnel. Ce n'est pas seulement un don naturel, c'est une compétence qui se développe avec l'autocontrôle et la pratique. Les stoïciens comprenaient que parler clairement, c'est parler avec un esprit clair. Sénèque insistait sur le fait que nous ne devons pas utiliser de mots inutiles ou de discours compliqués, car ce qui est dit simplement est plus fortement mémorisé. La clarté ne cherche pas à impressionner, elle cherche à avoir un impact. Et dans un monde saturé de voix concurrentes, le message le plus simple et le plus direct traverse toujours le bruit. Parler clairement signifie aussi abandonner l'habitude de se justifier. Celui qui s'excuse trop révèle son insécurité. Lorsque tu te justifies constamment, ta voix perd de sa fermeté. En revanche, lorsque tu réponds par des phrases courtes, directes et respectueuses, tu projettes de la confiance. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque détail, ni de convaincre tout le monde que tu as raison. Tu fais confiance à ton message et tu le laisses tel quel, sans fioriture. La clarté n'est pas de la froideur. C'est du respect pour ton interlocuteur. Cela signifie que tu apprécies le temps de l'autre personne et que tu ne le remplis pas de mots vides. Par exemple, dans une conversation difficile, parler clairement implique de dire ce qui est nécessaire, sans détour, mais avec sérénité, de sorte que l'autre comprenne ta position même s'il n'est pas d'accord. Cette capacité à être direct mais calme génère du respect même au milieu des conflits. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne commence par contrôler l'impulsion de parler trop. Avant de répondre, respire et pense. Ce que je vais dire est-il nécessaire, est-il vrai et apporte-t-il quelque chose? Si cela ne répond pas à ces trois conditions, il vaut mieux se taire. Ainsi, tu évites les commentaires impulsifs et tu commences à choisir tes mots comme des outils et non comme des exutoires. Parler clairement nécessite également d'écouter attentivement. Celui qui écoute bien comprend mieux et par conséquent répond mieux. La plupart des discussions s'intensifient parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre. Ils attendent simplement leur tour pour répondre. Si tu prêtes une véritable attention à ce que l'autre dit, tes réponses seront plus précises et éviteront les confusions. Une voix claire n'a pas besoin de crier. Une phrase directe et ferme a plus de poids qu'un discours prolongé. Pense aux fois où quelqu'un t'a donné une instruction simple, sans ton agressif, mais avec une telle conviction qu'il ne faisait aucun doute qu'il parlait sérieusement. C'est la force de la clarté. Elle coupe le bruit, élimine l'excès et ne laisse que l'essentiel. Parler clairement ne te fait pas seulement respecter par les autres. Cela renforce également ton propre esprit. Cela t'oblige à réfléchir avant de parler, à organiser tes idées et à ne pas te laisser emporter par des émotions momentanées. Ce processus de réflexion et de synthèse transforme chaque conversation en un acte conscient et te prépare à garder ton calme, même dans des situations tendues. 5. Discipline qui inspire. La discipline est une de ces vertus qui n'a pas besoin de présentation. Elle ne s'annonce pas, elle ne se vante pas, mais elle se perçoit dans tout ce que tu fais. Dans ta ponctualité, dans ton ordre, dans ta constance, dans la manière dont tu accomplis ce que tu décides. La discipline inspire le respect parce qu'elle démontre que tu ne vis pas esclave de tes impulsions, mais guidé par tes principes. Alors que beaucoup cèdent à la commodité ou aux excuses, celui qui maintient sa routine, ses habitudes et sa parole s'élève au-dessus du reste. Les stoïciens considéraient que la maîtrise de soi était la forme la plus haute de liberté. Marc Aurèle écrivait que la plus grande victoire est sur le propre caractère. La discipline, donc, n'est pas une punition. C'est l'entraînement qui renforce l'esprit et le corps pour résister aux tentations, à la fatigue et à la pression externe.
Celui qui est discipliné projette de l'autorité parce qu'il démontre qu'il peut se gouverner lui-même avant d'essayer d'influencer les autres. Pense à quelqu'un qui tient parole, qui se lève tôt sans dépendre de la motivation du jour, qui entraîne son corps même quand il n'en a pas envie, qui maintient son focus même quand personne ne le regarde. La discipline parle le langage des faits et crée un type de leadership qui ne s'impose pas, mais qui se gagne. Dans la vie quotidienne, la discipline se remarque dans les petits détails. Comment tu prends soin de ton espace, comment tu respectes ton propre temps, comment tu accomplis tes responsabilités, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est te lever et avancer quand le confort t'invite à reporter. C'est faire ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Chacun de ces gestes construit une réputation silencieuse, mais puissante, parce que les gens perçoivent que tu es fiable et cohérent. La discipline qui inspire n'est pas rigide ni inflexible. Elle est ferme et constante. Il ne s'agit pas de vivre sans repos, ni de t'exiger la perfection, mais de rester fidèle à ce que tu sais que tu dois faire, sans te rendre à l'impulsion du moment. Les stoïciens comprenaient qu'il n'y a pas de grandeur à se laisser emporter par la paresse ou le plaisir facile. Par exemple, respecter une routine de sommeil, consacrer du temps chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau, entraîner le corps même si c'est pour quelques minutes, respecter les délais que tu as fixés toi-même. Ce qui est important, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la constance avec laquelle tu la répètes. Cette répétition quotidienne façonne ton caractère et renforce ta volonté, jusqu'à ce que les autres reconnaissent que ta parole a du poids, parce qu'elle est soutenue par des habitudes solides. Un individu discipliné inspire confiance parce qu'il montre qu'il ne dépend pas des circonstances pour agir. Lorsque les choses se compliquent, il ne se brise pas et ne cherche pas d'excuses. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Cette sérénité face à l'adversité impressionne plus que tout geste de bravoure impulsive, parce qu'elle démontre que l'autocontrôle n'est pas quelque chose qui disparaît sous la pression. Au travail, dans les études ou dans tout projet personnel, la discipline devient une carte de visite silencieuse. Les gens font plus confiance à celui qui tient sa promesse sans rappel constant. Ils respectent celui qui arrive à l'heure, celui qui n'a pas besoin de supervision pour bien faire son travail. Cette cohérence entre intention et action génère une autorité naturelle. Les autres comprennent que tu n'attends pas l'inspiration, mais que tu es quelqu'un qui agit sans dépendre d'excuses. La discipline qui inspire ne cherche pas la reconnaissance externe. Elle cherche à honorer l'engagement envers toi-même. C'est un reflet du respect de soi, et ce respect est contagieux pour ceux qui t'entourent. 6. Agissent avec un but. Les gens remarquent quand quelqu'un vit sans but. Cela se voit dans ses paroles, dans ses gestes, dans la façon dont il commence des choses et les laisse à moitié faites, dans la façon dont il parle de buts qu'il ne concrétise jamais. Ce manque de direction vole le respect immédiatement, car il montre qu'il n'y a pas de conviction derrière ses actes. En revanche, celui qui agit avec un but projette une sorte de force qui n'a pas besoin d'être proclamée. Chaque pas qu'il fait semble avoir un sens, et cela est impossible à ignorer. Agir avec un but signifie se déplacer guidé par des principes clairs, non par des impulsions ou par l'approbation des autres. Les stoïciens enseignaient que nous devons diriger notre vie vers ce qui dépend de nous, vers ce qui apporte de la valeur, et ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Épictète disait que la vraie liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour impressionner, et que tu commences à vivre selon ce que tu considères comme correct. Le but n'est pas une idée abstraite, il se reflète dans les décisions quotidiennes. On le remarque quand tu choisis de dire non à ce qui ne t'apporte rien, quand tu investis ton temps dans ce qui renforce ton esprit et ton caractère, quand tu gardes ton calme face aux provocations parce que tu sais que cela ne vaut pas la peine de perdre de l'énergie. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir une direction claire qui guide même au milieu de l'incertitude. Celui qui agit avec un but devient une personne de confiance parce qu'il ne change pas de cap à chaque mode, chaque opinion étrangère ou chaque émotion passagère.
Cette fermeté inspire le respect, car elle montre que ces actions ne sont ni improvisées ni manipulées par l'environnement. Les gens font plus confiance à quelqu'un qui a une clarté sur pourquoi il fait ce qu'il fait, même s'ils ne sont pas d'accord avec toutes ses décisions. Dans la vie quotidienne, agir avec un but signifie décider consciemment comment utiliser ton temps et ton énergie. C'est éviter les discussions inutiles, ne pas tomber dans les provocations et choisir avec qui tu partages ton attention. Cela implique également d'établir des limites claires, car tu sais que dire oui à tout est trahir ton véritable chemin. Ce type de décision ne plaît pas toujours aux autres, mais elle renforce ton intégrité et ta réputation. Le but donne une direction même dans les moments difficiles. Alors que beaucoup se brisent sous la pression parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils se battent, celui qui a un objectif ferme supporte mieux les obstacles. La clarté d'un but fonctionne comme une ancre. Elle t'empêche de te perdre dans les doutes ou de te laisser emporter par les émotions du moment. Cette stabilité génère du respect, car les gens admirent ceux qui restent fermes quand tout semble chanceler. Ils parlent beaucoup mais avancent peu et finissent par être perçus comme inconstants. Au contraire, celui qui agit avec un sens clair transmet de la sécurité même sans prononcer un mot, car chaque geste qu'il fait révèle qu'il sait où il va. Pratiquer ce principe ne nécessite pas de grands discours motivants. Commence par te demander quelles sont les valeurs qui guident ta vie, quel type de personne tu veux être et quelles actions quotidiennes te rapprochent de cette vision. Ensuite, agis en fonction de ces réponses. Ne t'arrête pas pour chercher l'approbation externe, car le respect que tu cherches ne vient pas des flatteries, mais de la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais. L'autorité véritable naît lorsque tes actes sont alignés avec ton but. Chaque décision prise avec intention renforce ton caractère et projette de la confiance envers les autres. 7. Fais, pas d'excuses. Les excuses sont comme de la fumée, elles remplissent l'air pour un instant mais ne soutiennent rien. Chaque fois que tu essaies de justifier une erreur, un retard ou une promesse rompue, ta crédibilité perd de sa force. Les gens ne respectent pas celui qui a toujours une raison de ne pas tenir ses engagements. Ils respectent celui qui tient ses engagements même lorsque personne ne le regarde. La différence entre une personne digne de confiance et une personne qui ne l'est pas réside dans sa capacité à répondre avec des faits plutôt qu'avec des mots défensifs. Les stoïciens avaient bien compris que le caractère se mesure par les actes, pas par les explications. Sénèque avertissait que passer du temps à se justifier est une perte d'énergie qui devrait être utilisée pour s'améliorer. Lorsque tu remplaces les excuses par des actions, tu fais preuve de maturité et de responsabilité. Ce changement envoie un message fort. Je ne cherche pas de coupable, j'assume ce qui me revient. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par quelque chose de simple mais puissant. Si tu échoues, tu reconnais l'erreur et tu la corriges. Si tu promets quelque chose, tu le tiens. Si tu ne peux pas le tenir, tu le dis en face avant que les autres ne le découvrent. Les personnes qui agissent ainsi gagnent du respect même lorsqu'elles commettent des erreurs, car elles transmettent de l'intégrité. Elles n'ont pas besoin de discours pour regagner la confiance. Elles la regagnent avec des pas fermes et constants. La tendance à trouver des excuses naît de la peur du jugement d'autrui et du confort de ne pas affronter les conséquences. Mais cette habitude érode ta propre image et te lie au passé. Lorsque tu décides de rompre ce schéma, tu commences à montrer que ta parole a du poids. L'absence d'excuses ne signifie pas la perfection. Cela signifie assumer que tu peux toujours agir pour améliorer ce qui est sous ton contrôle. Celui qui a l'habitude de donner des résultats plutôt que des explications inspire confiance et admiration. Au travail, tout le monde préfère la personne qui résout les problèmes plutôt que celle qui se consacre à expliquer pourquoi elle n'a pas pu le faire. Dans les relations, on apprécie davantage celui qui change de comportement que celui qui promet de changer un jour. En toi-même, tu respectes davantage ton caractère lorsque tu sais que tu réponds aux défis avec des faits, pas avec des justifications. Pratiquer ce principe nécessite de l'autocontrôle et de l'humilité. De l'autocontrôle pour ne pas tomber dans la tentation de te défendre dès le premier questionnement et de l'humilité pour accepter les erreurs sans sentir que cela diminue ta valeur.
C'est une habitude qui transforme ta réputation lentement, car chaque fois que tu tiens tes engagements au lieu d'expliquer, tu renforces la confiance que les autres placent en toi. Dans un monde où tout le monde se précipite pour se justifier, celui qui se tait, assume et agit se distingue par sa sérénité et sa détermination. Ce type de personne n'a pas besoin de parler beaucoup pour être pris au sérieux. Ses résultats parlent pour lui. Remplacer les excuses par des faits rend ta parole fiable, et une parole fiable vaut plus que n'importe quel discours élégant. Et 8. Écoute avant de parler. Le respect ne se gagne pas en parlant sans arrêt. Il se gagne en sachant se taire pour comprendre. Dans un monde où tout le monde veut être écouté, mais peu veulent écouter, celui qui maîtrise l'art de l'écoute se distingue immédiatement. La véritable écoute n'est pas seulement garder le silence, c'est prêter attention avec intention, c'est montrer que tu apprécies ce que l'autre a à dire, même si tu n'es pas d'accord. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas répondre immédiatement à chaque mot que nous recevons. Épictète rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison: écouter plus que nous parlons. Celui qui agit avec patience et écoute avant de porter un jugement démontre une maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi génère toujours du respect. Écouter ne te rend pas faible, cela te rend stratégique. Alors que d'autres perdent leur calme et se précipitent pour répondre sans réfléchir, tu observes, analyses et comprends ce qui se cache derrière les mots. Cela te donne un avantage dans n'importe quelle conversation parce que tu sais exactement quand intervenir et quoi dire. Les gens respectent celui qui n'interrompt pas pour imposer son opinion, mais qui cherche d'abord à comprendre. Dans les relations quotidiennes, écouter attentivement évite les conflits inutiles. Beaucoup de discussions ne s'enveniment pas à cause du contenu, mais parce que l'une des parties se sent ignorée. Lorsque tu prêtes vraiment attention, tu transmets que tu apprécies l'autre, et cela seul adoucit les tensions et améliore la qualité de toute conversation. De plus, cela te permet de répondre avec plus de clarté, parce que tu as compris le message complet au lieu de simplement réagir à des fragments. Écouter avant de parler est aussi un acte d'humilité. Tu reconnais que tu ne sais pas tout, que peut-être l'autre a quelque chose à t'enseigner ou une perspective que tu n'as pas encore envisagée. Cette ouverture te rend plus sage et t'éloigne de l'arrogance qui ferme les portes et dresse des barrières. Pratiquer ce principe nécessite plus que de rester silencieux. Cela implique de regarder la personne qui parle, d'éviter les distractions, de ne pas planifier ta réponse pendant que l'autre explique encore. Il s'agit de laisser de l'espace au silence pour traiter l'information avant de répondre. Ce bref instant de pause montre que tu parles avec intention et non par impulsion. Dans les situations tendues, la capacité d'écoute peut désamorcer les conflits. Lorsque l'autre s'attend à une réaction agressive et trouve à la place calme et attention, l'atmosphère change. Ton silence montre clairement que tu ne réagis pas sous le coup de l'émotion et que ta réponse sera réfléchie. Ce contrôle ne passe pas inaperçu. En fait, il devient l'une des qualités les plus respectées chez les leaders et les personnes influentes. Écouter avant de parler te transforme en quelqu'un qui transmet la sécurité et le respect. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour l'attention, car ta présence silencieuse montre déjà que tu n'es pas là pour impressionner, mais pour comprendre. Dans un monde où tout le monde parle pour être vu, celui qui écoute pour comprendre finit par être le plus influent, car quand il parle enfin, ses mots portent le poids de la réflexion et de l'équilibre.